Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Qui n'a jamais rêvé de boire un Cuba Libre en dansant une salsa à Cuba ou déguster un tiponche sur une plage des Antilles? Aujourd'hui, je reçois un grand nom de l'univers romier, Benoît Baille. Ensemble, nous parlerons écologie, mais aussi des aspects méconnus de son métier. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver? Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres, et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout, changent les choses. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Benoît. Bonjour. Ça va? Ça va? Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais de rien. Ça fait vraiment plaisir. Je sais que tu es un homme très occupé. Alors peut-être pas en ce moment, en ces temps de confinement, mais que généralement tu es un homme quand même assez pris. Oui, donc, merci. Oui, un peu, voilà. Première question, et je crois que ça va être la plus compliquée de la série. Tu es plutôt thé ou café? Alors rien de compliqué là-dedans, je suis très café, voire même trop par moment. Trop, c'est combien de tasses par jour? Je crois que mon maximum a été 7 tasses de café en une journée. Ah ouais, quand même. Alors le café, c'est bon pour la santé? Alors je ne sais pas si 7 tasses... J'ai remplacé l'eau par le café. On m'a dit 2 litres par jour, j'ai bu 2 litres de café. En fait, c'était ça. C'est une façon de voir les choses. Peux-tu te présenter en quelques mots? Et une question, moi, qui me taraude, comment es-tu arrivé dans l'univers du rhum? Oula. Alors, pour me présenter, donc, Benoît Baille, je suis multicasquette, essentiellement consultant dans le secteur des spiritueux et plus précisément du rhum. Donc, j'aide des marques à trouver des distributeurs, par exemple, ou bien au niveau marketing et commercial. Donc du conseil. À côté de ça, je suis également ambassadeur de marque pour les rhums de Paz de Martinique. Je suis le créateur du plus gros forum autour du rhum, voilà, sur Facebook et même sur Internet, qui s'appelle la Confrérie du Rhum et qui compte actuellement un peu moins de 40 000 membres. Quand même. Après 7 ans, quand même, donc ça fait depuis 2013. Que ça existe et depuis peu, enfin depuis le début de l'année également, j'anime un podcast qui s'appelle le Singlecast et qui est donc un podcast que j'anime, enfin qu'on anime à 4 avec 2 blogueurs et mon associé Géry Gitani, et qui traite de rhum et de tous les sujets autour du rhum toutes les 2 semaines. Voilà. D'accord. Mais comment t'es arrivé dans le milieu du rhum? Est-ce que de par ta culture ou est-ce que t'es tombé dedans petit, comme on dit? Alors de ma culture, non, pas du tout. Je suis originaire du Luxembourg à la base. Ouais, on est loin du rhum quand même. Voilà, donc on est dans l'Europe profonde. Donc voilà, d'un père français, d'une mère luxembourgeoise. Et donc non, je n'ai jamais eu de contact avec le rhum. Par contre, je me souviens que j'ai très très tôt dans ma vie été fasciné, omnubilé par les Antilles et la Caraïbe de manière générale. Et puis un jour, quand on grandit, on commence à boire, on se demande ce qu'on boit là-bas, et puis on s'y intéresse tout doucement. Voilà. Ensuite, après quelques voyages également à l'étranger, alors pas tout de suite dans la Caraïbe, mais j'ai fait d'autres voyages aux îles Canaries, au Cap-Vert, etc., où j'ai découvert un peu plus de cet univers-là, et ça s'est après conforté justement en allant faire mes premiers voyages aux Antilles. À côté de ça, j'ai également donc créé ce forum à la base en tant que simple amateur. Je collectionnais des bouteilles à la maison. J'avais personne dans mes contacts proches, dans mes amis que ça intéressait. Donc j'essayais de voir s'il y avait d'autres personnes sur Internet peut-être qui pourraient être intéressées avec cette même passion. Voilà. Et est-ce que si on pouvait échanger, Internet ça sert aussi à ça. Aujourd'hui, on est presque 40 000 à discuter du sujet quotidiennement, donc c'est plutôt cool. Finalement, par un concours de circonstances, j'ai créé ma marque de rhum arrangé en 2013. Donc, qui était une marque de rhum arrangé qui s'appelait Zoiseau, liqueur des îles, et qui était vendue en France, en Belgique et au Luxembourg, donc, et dont le but était de faire un truc un peu comment dire, un truc un peu, enfin déjà bio, propre, écologique, éco-responsable également. Ouais. Donc j'avais cette notion quand même derrière la tête. Je ne travaillais qu'avec c'est-à-dire que c'était que des éditions limitées. Okay. Je ne produisais vraiment qu'à la saison. D'accord. Et je ne travaillais qu'avec des produits de saison également. Bien. Voilà, donc par exemple en automne, je faisais un rhum arrangé pomme cannelle.
Il y avait une certaine quantité de bouteilles disponibles. Une fois qu'il n'y en avait plus, il n'y en avait plus. Et la saison suivante, je faisais d'autres parfums. Voilà, donc j'adaptais vraiment ça. Mais ça aussi, à la base, c'est vraiment parti de rien. C'est-à-dire que je faisais des rhums arrangés pour moi à la maison parce que ça m'amusait. Je faisais goûter aux amis et à la famille. Et puis un jour, je me souviens, c'était une amie de ma grand-mère qui est arrivée et qui a dit tiens, j'ai des invités le week-end prochain. Est-ce que tu n'auras pas 2-3 bouteilles à me filer? Et puis voilà. Et puis bon, ma grand-mère qui était finalement ma meilleure vendeuse. Je lui fais un petit coucou s'il nous écoute, qui était finalement ma meilleure vendeuse et qui commençait à vendre à ses amis, qui faisait sa pub dans le quartier, enfin voilà, c'était... Et finalement, je suis passé production, et puis un jour, j'ai mon meilleur pote qui me dit et tu sais quoi, mec, tu devrais les vendre. Ouais, bah ouais. J'ai regardé, je dis non, il me dit si, tu devrais en faire un business, t'as un truc là, tu tiens un truc. Et puis bon, de fil en aiguille, je me suis lancé, j'ai trouvé le fournisseur, donc j'avais un autre métier à côté quand même, j'en vivais pas, hein. Mais donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Puis c'est grâce à ça aussi et à la confrérie du rhum que je me suis fait repérer après par d'autres professionnels, qu'on a commencé à m'inviter dans des salons, des trucs comme ça. Et puis à partir de là, tout a explosé, quoi. Et finalement, c'est devenu une passion? Alors finalement, c'est non seulement devenu une passion, mais c'est surtout devenu mon métier aujourd'hui. Parce que t'en vis pleinement. Alors je ne fais plus de rhum arrangé, la marque de rhum arrangé n'existe plus, mais je vis pleinement de ça. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, justement, tu es vraiment, on peut dire, le digne représentant des rhums agricoles. Alors, je ne suis pas le seul. Oui, pas le seul. Mais je suis l'un des plus connus. Un des représentants des rhums agricoles des Antilles françaises. Ouais. Voilà, et voire même plus précisément de Martinique. Parce que c'est important de préciser. Alors, c'est pas qu'on aime pas. Non, on aime bien nos amis guadeloupéens. Ils font du très bon travail, très bons produits. Et on travaille avec eux aussi. Mais c'est vrai qu'on a... probablement par chauvinisme, j'en sais rien, je me suis fait c'est-à-dire que comme mon associé lui est martiniquais et que c'est un peu lui qui m'a tiré dans tout ça et qui m'a un peu formé, qui a été mon mentor en quelque sorte, qui m'a un peu appris, enfin qui m'a appris beaucoup de choses. Je crois qu'il m'a également contaminé avec son chauvinisme martinico-martiniquais et que du coup voilà, c'est plus facile comme ça, mais bon. Alors, on va beaucoup parler de rhum. Donc, je pense que la base, ce serait peut-être d'expliquer à ceux qui ne savent pas du tout ce qu'est le rhum agricole, de manière vraiment très succincte. On va pas faire un cours de 3 heures parce que je pense qu'on peut quand même remplir 3 heures avec du rhum agricole. Mais expliquer aux gens ce qu'est un rhum agricole, la fabrication, voilà, mais alors de manière très simple. Même le rhum de manière toute simple, ouais. C'est-à-dire que le rhum est tout simplement un alcool produit à base de canne à sucre. La matière première est la canne à sucre. Un rhum ne peut pas être produit avec autre chose que de la canne à sucre. On me demande souvent, est-ce qu'on peut utiliser du sucre de betterave? Non, ce n'est pas du rhum, dans ce cas, c'est de la vodka. Okay. Donc, c'est la matière première et la canne à sucre, et après, on a des sous-produits de canne à sucre qui peuvent être utilisés pour produire du rhum. Donc on a le plus connu dans le monde pour le coup, alors un peu moins en France, mais dans le monde, c'est la mélasse. Ouais. La mélasse, c'est tout simplement le résidu. On peut comparer ça un peu aux Antilles à un sirop de batterie. D'accord. Donc c'est le résidu de l'industrie sucrière. Donc quand on récolte la canne à sucre pour produire du sucre essentiellement, on aura toujours un déchet, et ce déchet, une sorte de sirop très noir visqueux. C'est ce qu'on appelle la mélasse. Et au lieu de jeter ça, on a très vite découvert, il y a de ça 400 ans, qu'on pouvait distiller ça, et donc le rhum est né. Il faut préciser quand même pour nos amis, parce qu'on est en France, donc je pense que beaucoup de personnes pensaient comme moi que le rhum agricole, donc des Antilles, était celui qui était le plus répandu, forcément, alors que pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que 95% du rhum produit dans le monde est fait à base de mélasse. Quand on connaît toutes les grandes marques, Havana Club, Bacardi, tout ça, c'est de la mélasse. Et dans tous les pays connus qui produisent du rhum, que ce soit la Jamaïque, Cuba, Puerto Rico, tout ça, on produit des rhums de mélasse. C'est ça. Avant tout. Et après, on a donc le contraire de ça, qui est finalement le rhum agricole, qui représente à peine 5%. Et c'est quoi le rhum agricole alors? Le rhum agricole, c'est un truc typiquement français qui vient à la base des îles des Antilles françaises, qui commence tout doucement à se développer ailleurs, dans d'autres pays, on en retrouve.
Et donc c'est du rhum non pas produit à base de mélasse, mais directement à partir du jus de canne. C'est-à-dire qu'on va vraiment récolter la canne dans le but de produire du rhum, et non pas dans le but de produire du sucre et ensuite de faire du rhum avec le résidu. Le résidu. Voilà. Donc on récolte la canne pour faire du rhum, et donc voilà. Donc on a un jus qui lui garde toute sa richesse, puisque rien n'est extrait du jus du coup. Et ça permet donc de faire ce qu'on appelle du rhum agricole, anciennement rhums habitants. Ouais. Et donc voilà. Pourquoi rhum agricole? Alors tout simplement parce que le rhum est beaucoup plus proche de l'agriculture, Ouais. dans ce cas-ci, que le rhum de mélasse, qui lui finalement est appelé rhum industriel, tout simplement parce qu'il est lié à l'industrie du sucre. Ok. Rhum traditionnel, c'est le rhum agricole ou le rhum de mélasse? Alors, le rhum traditionnel, ouais, il y a un gros débat sur C'est ça, c'est pour ça que je posais la question, parce que Yes. j'en entendais parler récemment, et on se dit, rhum traditionnel, pour moi, je dirais agricole. Alors, il y a beaucoup de gens qui confondent déjà traditionnel et industriel. Déjà. Voilà. Donc, quand on parle de rhum de mélasse, on parle bien de rhum industriel. Même Ok. si la distillerie est petite, ce n'est pas la distillerie qui est industrielle, mais tout simplement Le la mécanisme. mélasse, qui D'accord. vient d'une sucrerie qui, elle, Ok. est industrielle. Voilà, Ok. c'est ça. Quand on regarde certaines sucreries, enfin, ce sont même en Martinique, on prend l'exemple du Galion ou de Gardel en Guadeloupe. Voilà, ce sont de très très grosses machines. Oui. Donc voilà. Après, pour ce qui est du rhum traditionnel, il y a un débat en cours. Certains vont dire que c'est en fonction de la tradition de chacun. Ça, c'est facile. Voilà, rhum traditionnel. Alors j'aime bien parce que pour le coup, c'est un débat très franco-français. D'accord. Parce que dans les pays qui ne sont pas francophones, il n'y a pas d'équivalent au terme rhum traditionnel. D'accord. On dit pas traditional rum. Ok. Parce que dans ce cas-là, ça ferait directement référence à la tradition. Ok. Donc finalement, c'est un débat qu'on n'a qu'en France, entre Français, et on se demande si c'est notre rhum ou le rhum des autres qu'on va appeler traditionnel. Voilà. Donc D'accord. ça n'a pas de sens, je sais, mais bon, voilà. Alors maintenant, est-ce que c'est l'un ou l'autre? Je dis honnêtement, je saurais pas vous répondre. Faudrait que je fasse des recherches sur le sujet. C'est pas que ça m'intéresse pas, ça n'importe peu en tout cas. En tout cas, le plus important, c'est de savoir ce qu'est un rhum agricole et ce qu'est un rhum de mélasse. Exactement. Ça, Voilà, c'est, une ça, fois c'est qu'on la sait base. ça, déjà. Alors là aussi, il y a quelques nuances encore, c'est-à-dire qu'on peut également avoir des rhums de ce qu'on appelle des rhums de miel de canne ou de sirop, Ok. qui sont un entre-deux en fait. C'est quand on prend le jus de canne et qu'on le chauffe, par exemple, l'eau dedans va s'évaporer et donc le jus va se concentrer. Ouais. On arrivera à le conserver plus longtemps, etc. Donc, alors ça, c'est encore plus minime, mais ça existe. Ça existe. Anciennement, avant de faire du rhum agricole, dans les Antilles françaises, on faisait surtout du rhum donc de sirop. D'accord. Et donc voilà, c'est un peu entre la mélasse et le jus de canne, mais bon, c'est minime. Tout à l'heure, tu nous parlais du chauvinisme martiniquais. Oui. Qui, selon moi, alors bien sûr, je suis martiniquaise, donc ces propos ne tiennent que de moi, mais est-ce que ce n'est pas une question de qualité quand on sait que les rhums martiniquais sont les seuls à avoir au monde l'appellation d'origine contrôlée, donc l'AOC? Tu me fais marcher sur des œufs là en fait. Tu me fais marcher sur des œufs. Alors ça, c'est aussi l'idée du podcast. On ne fait pas du politiquement correct. On essaye d'aller vraiment à l'essentiel et de donner surtout de véritables informations. Après, dans notre podcast, on a la même chose, j'ai envie de dire. Hein, c'est parler de rhum sans gueule de bois. Est-ce que c'est une question de qualité? Alors oui, la Martinique est le seul territoire au monde à avoir une AOC, donc une appellation d'origine contrôlée, comme on peut avoir dans le vin, le fromage, Ouais. enfin voilà. Et ça, c'est finalement très lié au terroir. Ok. Comme on est très proche de l'agriculture et qu'on dépend directement des récoltes de canne, qui peuvent être bonnes ou mauvaises en fonction du climat, de la météo, etc., on est très très proche du terroir, et ce terroir, s'il est qualitatif, effectivement, on peut demander à y faire mettre une AOC, parce qu'on pourra dire, voilà, il n'y a aucun autre territoire dans le monde qui arrivera à produire du rhum comme nous on le fait, parce qu'on est les seuls à avoir ce terroir. On est le seul à travailler la terre de cette manière et à avoir ce terrain quelque part. À l'époque, quand ça a été créé, bien sûr, on a demandé à la Guadeloupe s'ils voulaient avoir l'AOC également. La Guadeloupe n'a pas voulu parce qu'elle a trouvé ça trop contraignant en termes de cahier des charges. L'AOC, c'est ça aussi surtout, c'est que ça représente un certain cahier des charges. On a des règles strictes qui nous disent comment on a le droit
de produire du rhum et tout ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ok. Voilà. Mais ça ne s'applique finalement que dans les pays en question, et donc pour le coup que en Martinique. Donc c'est même pas toute la France, c'est que en Martinique. La Guadeloupe et la Réunion, par exemple, eux ont ce qu'on appelle une IGP, donc une indication géographique protégée, ce qui a également un cahier des charges, mais qui sera moins contraignant pour le coup. D'accord. Ça sera moins poussé en quelque sorte. Okay. Ils ont un peu plus de liberté, c'est-à-dire qu'ils ont aussi des règles à suivre. Qui sont pour le coup propres à leur territoire, mais qui seront beaucoup moins contraignantes. Après, est-ce que c'est un gage de qualité ? Oui, Ok. je pense. Du moins, ça garantit une certaine qualité. Après, qu'on aime ou on n'aime pas. Hein, oui, c'est pas du tout une question de goût. Hein. Voilà, non, c'est-à-dire qu'on garantit, ce label garantit juste que ce produit a été fait suivant un certain nombre de règles. Ouais. C'est tout. Après, on aime ou on n'aime pas. Il y a d'autres endroits qui souhaitent avoir des IG maintenant. Je prends l'exemple actuellement de la Barbade et de la Barbade, qui sont en train de travailler justement sur un cahier des charges à mettre en place pour leur rhum. La Jamaïque a eu le sien en 2015, il me semble, donc ça fait pas tellement longtemps, qui eux également travaillent selon un cahier des charges qui leur est propre. Okay. Et comme ça, chaque territoire essaye vraiment de mettre en place un cahier des charges qui fait que tous les producteurs sont obligés de respecter un certain nombre de règles pour que mondialement, on puisse par exemple reconnaître un rhum de Jamaïque par rapport à un rhum de Martinique. Et qu'on puisse dire, ça c'est du rhum jamaïcain, ça c'est du rhum martiniquais, parce que gustativement, ça ressemble à ça, et que tous les rhums martiniquais ont certains paramètres, même gustatifs, en commun. D'accord. Une autre question un peu technique. Est-ce que, comme on a perdu la moitié des auditeurs. Non, mais l'idée de ce podcast, c'est vraiment quand même d'apporter de l'information aux gens et des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, si on survole alors qu'on a un expert, je me dis que j'ai raté ma mission. Donc, on va aller au fin fond de ton cerveau pour prendre vraiment tout ce que tu peux nous donner. En tout cas, concernant le rhum, rassure-toi. Mais une autre question, le champagne, par exemple, c'est la région Champagne, c'est la seule région qui peut utiliser le nom Champagne, on est d'accord, même si ailleurs on fait des méthodes champenoises. Est-ce que le rhum agricole a aussi cette spécificité, c'est-à-dire est-ce que en Martinique, on est les seuls à pouvoir dire qu'on fait du rhum agricole ou non, on n'a pas ça? Alors il y a deux niveaux, c'est-à-dire que tout d'abord on a le terme agricole dans le monde du rhum. Et ensuite, on a, pour la Martinique, le rhum agricole AOC Martinique. Ok. Voilà. Donc, maintenant, pour revenir juste... Ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Donc, on est vraiment sur deux niveaux différents. Tout d'abord, on a le terme agricole. Donc, du rhum agricole, il n'y a que 4 territoires au monde qui ont le droit de produire du rhum intitulé agricole. D'accord. Qui sont selon la loi européenne, actuellement. Okay. Qui sont la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, donc 3 territoires français, et l'île de Madère au Portugal. D'accord. Voilà. Chaque autre rhum, et donc ce sont tous les 4 des rhums à base de jus de canne, hein, donc pas à base de mélasse. Voilà, oui. Ça c'est une des conditions pour faire du rhum agricole, c'est d'utiliser du jus de canne. Maintenant, il y a d'autres territoires qui produisent du rhum à base de jus de canne. Je prends l'exemple de l'île Maurice. La Guyane. La Thaïlande. Ah, la Guyane, pardon, j'ai oublié la Guyane. Oui. Donc, 5 territoires, pardon, okay. La Guyane. Donc, on a Martinique, Guadeloupe, Guyane, oui, pardon, les Guyanais, la Réunion et l'île de Madère, voilà. Mais je prends l'exemple de l'île Maurice, de la Thaïlande, de Hawaï, qui produisent aujourd'hui un rhum à partir de jus de canne, mais qui n'ont pas pour autant le droit de le vendre sous l'appellation rhum agricole. Du moins pas en Europe, okay. Parce que ce terme est, en Europe, strictement réservé donc aux îles françaises, au territoire français et à l'île de Madère. Donc ils indiquent souvent rhum pur jus de canne ou des trucs comme ça, ils utilisent autre chose. Donc même si, en utilisant les mêmes méthodes, okay. La loi européenne protège en quelque sorte ainsi ces productions de rhum agricole. Alors bien sûr, tout le temps, il y a des fraudes à ce niveau-là, des gens qui essayent de détourner le truc un peu, et de quand même vendre leurs produits sous l'appellation rhum agricole, parce que le rhum agricole aujourd'hui est reconnu comme hautement qualitatif, parce qu'on parle quand même d'un produit qui est né il y a 200 ans, et que ça fait 200 ans de savoir-faire qu'on a mis en place, et qu'aujourd'hui, des nouvelles distilleries qui ouvrent maintenant essayent un peu d'usurper ça.
Du moins, c'est mon point de vue sur la question. Donc voilà, ça existe. Et bon, là, il y a des procès, un peu comme le champagne finalement. C'est ça. On a ça. Et après, on a plus précisément donc l'AOC Martinique qui elle va encore plus loin. Et donc, on n'a pas le droit de mettre le terme rhum et Martinique sur une étiquette si le produit n'est pas AOC. Ah oui, donc ouais, vraiment très très loin. Voilà, Okay. donc on a par exemple des distilleries, des distilleries martiniquaises qui ne sont pas qui aujourd'hui ne produisent pas du rhum AOC parce qu'elles ne respectent pas le cahier des charges mis en place par l'AOC, ce qui n'est pas péjoratif. C'est juste un choix de production qui donne des arômes différents. Et donc voilà. Mais donc ils ont volontairement choisi de ne pas suivre ce cahier des charges-là, et donc qui ne sont pas des rhums AOC. Et donc, suite à ça, ils n'ont aujourd'hui pas le droit d'indiquer le mot Martinique sur leurs étiquettes, même s'ils sont produits en Martinique. Ah ouais, c'est dingue. Y compris dans l'adresse sur la contre-étiquette. Ah ouais. Donc ça va vraiment très très loin pour protéger justement un savoir. On indique l'adresse et on met la commune, le François, Grand-Rivière, enfin voilà. Mais on ne va pas pouvoir mettre le mot Martinique sur l'étiquette parce qu'il y a le mot rhum également. Ok. Et donc voilà, donc on peut mettre rhum agricole parce que c'est fait en Martinique et que c'est à partir de jus de canne. Ok. Mais pas Martinique, pas rhum et Martinique. Mais pas rhum agricole de Martinique, ça marchera pas. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça montre jusqu'où les producteurs vont pour protéger un savoir, une façon de faire. Donc je trouve ça super intéressant. Alors après, tout le monde n'est pas pour. Hein, bien sûr, parce que c'est contraignant et ça bloque beaucoup de choses. Voilà, ça fait des débats. Il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec ce principe. Et c'est effectivement contraignant, etc. Mais d'un autre côté, c'est pour pouvoir protéger un produit, un terroir et un savoir-faire très ancien finalement et pour lequel on s'est battu pendant longtemps et pendant toute une période où personne s'y intéressait surtout. Oui. C'est-à-dire que tout ça s'est fait quand personne s'y intéressait et c'est aujourd'hui que quand tout le monde s'y intéresse qu'on se rend compte qu'on a bien fait de faire comme ça à l'époque en fait. Voilà. On parle de qualité avec l'AOC. Est-ce que l'AOC est synonyme ou rime plutôt avec écologie? Avec écologie. Ouais. Oui, est-ce qu'avoir le. Oui et non. C'est-à-dire que l'AOC aujourd'hui ne prévoit pas, en tout cas, des règles dans son cahier des charges en termes d'écologie ou d'éco-responsabilité. D'accord. Ça, c'est un fait. Parce que ce n'est pas son but. Son but est de garantir une qualité. Mais dans cette qualité, on n'inclut pas, du moins pas encore aujourd'hui, des normes en termes d'écologie ou d'éco-responsabilité, même si on a quand même dans l'AOC largement diminué, voire presque banni tout ce qui était produits fertilisants, etc. dans les champs. D'accord. Mais je sais quand même que qu'en Martinique, puisque toi justement tu représentes une marque martiniquaise, je sais qu'en Martinique, quelques distilleries ont décidé de limiter leur impact au niveau écologique et ont mis en place des choses justement pour limiter leur impact au niveau écologique. Est-ce que tu les connais et est-ce que tu sais ce qui a été mis en place? Oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet que tout le monde prend à cœur et que toutes les distilleries, même à ce que je sache, prennent à cœur. C'est-à-dire qu'on est tous conscients aujourd'hui que voilà, l'écologie est un sujet important et que on court au désastre. Et chacun essaye un peu de mettre sa pierre à l'édifice en essayant de prendre des mesures personnelles pour le coup pour chaque distillerie. Voilà. Donc, alors on fait pas tous la même chose, on n'a pas tous la même vision des choses, mais chacun essaye à sa manière et à son échelle de mettre des choses en place, que ce soit via des filtres dans les cheminées, par exemple, pour éviter de polluer l'air, le traitement des eaux et traitement des vinasses, recyclement des déchets, panneaux solaires, enfin voilà, il y a tellement de choses qui sont mises en place aujourd'hui et qui sont possibles. Malheureusement, tout ça a un coût. Et je pense que le plus gros frein aujourd'hui pour certains producteurs, c'est tout simplement le coût financier de ces opérations qui ne sont pas toujours données malheureusement et pas toujours à la portée de tout le monde.
Mais j'aimerais quand même qu'on mette l'accent sur cette partie écologique parce qu'on sait que l'univers de l'alcool, du rhum est quand même un univers qui est très polluant. Et je pense que c'est important de montrer qu'il y a des choses qui sont faites et que les gens se disent tiens, je consomme ça, mais derrière il y a quand même une prise de conscience que les gars et les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes et on en parlera, dans les domaines, dans les distilleries, font des choses. Par exemple, toi, à De Paz, qu'est-ce que vous avez mis en place au niveau écologique ? Alors, juste pour rebondir sur quelque chose que tu as dit, effectivement, l'industrie de l'alcool, même de manière générale, pas que le rhum, est une industrie extrêmement polluante, mais nous en sommes absolument tous conscients aujourd'hui. Voilà, donc ça a pris un peu de temps avant qu'on en parle, et puis voilà. Mais aujourd'hui, tout le monde en est conscient et la majorité des gens essayent même de trouver des solutions pour remédier à ça. Ça prend beaucoup de temps et comme je le disais, ça demande beaucoup d'argent. Bien sûr, on va pas arrêter nos productions jusqu'à ce qu'on trouve une solution, c'est pas possible. On essaye d'améliorer au fur et à mesure. On essaie juste d'améliorer au fur et à mesure avec les moyens du bord et avec l'argent qu'on peut éventuellement économiser quelque part pour investir dans des systèmes de plus écologiques. Après, pour ce qui est de De Paz, ou même de plusieurs sites ou distilleries appartenant au groupe La Martiniquaise, dont De Paz en fait partie. Okay. Je parle notamment aussi Saint-James pour la Martinique. Après, il y a d'autres sociétés en Écosse, d'autres structures, en Écosse, au Portugal, etc., qui appartiennent au même groupe. Mais il y a des choses qui ont été mises en place par les responsables de ce groupe, justement, et dont notamment chez De Paz. En termes d'écologie, on peut par exemple, bien sûr, parler des panneaux solaires qui ont été installés sur les bureaux et la boutique de Paz à Saint-Pierre. Vu qu'on est dans une région très ensoleillée, forcément, créer de l'énergie de cette manière-là est très bien. Et donc, ça alimente quand même en électricité la distillerie. Et on revend aussi une partie de l'électricité produite à EDF directement. D'accord. Voilà, donc ça sert à alimenter la ville de Saint-Pierre. Génial. Donc, ce qui est plutôt bien. Aujourd'hui, on produit même plus d'électricité qu'on en consomme à la distillerie, ce qui est également une bonne chose. Après, on a bien sûr des filtres qui ont été mis dans les cheminées de la distillerie pour éviter de polluer. Donc voilà, ça c'est une bonne chose également. On a le traitement des eaux, c'est-à-dire qu'on essaye pas de tout rejeter dans les rivières. Rejeter dans les rivières ou dans la mer directement. Enfin voilà, il y a des pays, je sais qu'il y a des pays où ça se fait encore. Malheureusement, on a des distilleries qui rejettent directement leurs déchets dans la mer. C'est compliqué. Et je lisais même récemment une étude qui disait que c'était à ça, notamment, qui était dû, que ce serait une cause plausible du problème des sargasses qu'on retrouve dans la Caraïbe. Je sais pas si c'est ça aujourd'hui, mais c'était une cause plausible. Donc voilà, non, on fait pas du tout ça. C'est-à-dire qu'on a les vinasses, donc vraiment les déchets de la distillation, qui elles vont servir à être comme engrais dans les champs. Okay. Donc voilà, donc ça va servir. Plus de pesticides non plus. On n'utilise plus de pesticides, au contraire, on va utiliser ce qu'on va appeler des pesticides naturels ou des répulsifs naturels. C'est-à-dire entre les champs de canne, on va installer des plantes particulières qui elles vont repousser les insectes, certains types d'insectes. On va mettre de la bagasse, donc la fibre de canne à sucre, qui est finalement un déchet également. Une fois qu'on en a extrait le jus, celle-là, elle va soit être brûlée comme combustible dans les cheminées pour faire tourner les distilleries, ou bien elle va être déposée sur le sol entre les cannes à sucre, entre les tiges de canne à sucre, justement, pour étouffer toutes les mauvaises herbes qui souhaiteraient s'y installer, qui demandent quand même beaucoup de travail, parce que ces mauvaises herbes, quand elles poussent, sont aujourd'hui arrachées à la main. C'est-à-dire que là, on va pas mettre de désherbant non plus. On a des gens qui vont tous les matins devoir arracher tout ça manuellement. Donc c'est énormément de travail, ça demande beaucoup de main d'œuvre. Et pour diminuer justement tout ça, on a des petites astuces justement, comme déposer de la bagasse par terre, ce qui empêche les mauvaises herbes de pousser. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont mises en place aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui 100% de la canne à sucre peut être utilisée ? Oui. Ouais. 100% de la canne est même utilisée, du moins en Martinique, c'est-à-dire à partir du moment où on coupe la canne à sucre, il n'en restera absolument rien à la fin. Alors, on va en extraire le jus, ce jus, on va en faire soit du sucre comme au galion, ou bien du rhum, et pour le reste, donc pour la bagasse, comme je disais, on va soit la mettre dans les champs, soit la brûler dans les chaudières.
Ça, c'est super intéressant parce que finalement, on n'est pas dans un gaspillage où la matière première est abîmée. Aucun gaspillage. Et si on regarde même au niveau mondial, c'est encore plus impressionnant. Je crois qu'au Brésil, ils font des choses pas mal aussi. Exactement. Au Brésil ou en Inde, qui sont les deux plus gros producteurs de canne à sucre au monde, où on a carrément d'autres utilisations de la bagasse, donc de cette fibre. Une fois qu'on en a, ce qu'on en utilise de manière primaire, c'est vraiment le jus, parce que c'est avec ça qu'on va faire du sucre. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Mais on a toujours eu cette bagasse sans vraiment trop savoir quoi en faire. Et aujourd'hui, donc, en dehors de l'utiliser dans les champs ou comme combustible, on va en faire absolument tout et n'importe quoi. Hein. On peut en faire aujourd'hui, il y a des gens qui en font des assiettes, ils en font du papier, ils en font des gobelets. J'ai vu ça. Des gobelets. Et je sais qu'il y a de ça quelques années, Coca-Cola Brésil a signé une charte dans laquelle ils promettaient que 100% de leurs bouteilles vendues au Brésil seraient fabriquées à partir de bagasse. Donc quand vous achetez un Coca au Brésil, la bouteille en plastique que vous avez en main, ce n'est pas du plastique, c'est de la bagasse transformée. C'est de la fibre de canne à sucre, alors traitée d'une certaine manière pour qu'elle soit transparente et qu'on ait l'impression que ce soit du plastique, mais ça n'en est pas, c'est de la canne à sucre. Mais tu vois, ça aussi, je me dis que c'est une information qui est super intéressante parce qu'on se dit, mais il y a tellement de possibilités, en sachant quand même qu'il y a quand même de la canne à sucre dans pas mal d'endroits, on peut faire énormément de choses et justement remplacer le plastique. Alors oui, bien sûr, c'est une possibilité, surtout que la canne a plusieurs enjeux. En dehors de ça, on a toujours, comme je le disais, l'enjeu primaire de faire du sucre ou du rhum dans les Antilles, mais après, oui, avec la bagasse, on peut faire tellement de choses. Et c'en est même triste qu'on n'ait pas encore trouvé un moyen éventuellement d'arrêter le plastique avec les caoutchouciers. C'est ça. Et éventuellement de mettre de la canne à sucre partout. Alors après, le problème restera le même, je pense, en réfléchissant fort maintenant. Est-ce que ça amènera du coup à une deuxième déforestation pour pouvoir mettre de la canne à sucre partout? Voilà, faut y penser, évidemment. Je ne sais pas si ça va sauver le monde non plus, mais en tout cas, d'un point de vue biodégradable, il y a des choses à faire. La fibre de canne à sucre reste toujours plus écologique que le plastique, parce que la fibre de canne à sucre, on la laisse pourrir dans la nature. En un rien de temps, après quelques mois, il n'en reste rien. Ouais. Un morceau de plastique, il me semble qu'il faut quand même 30 ans avant qu'il se dégrade bien, quoi. Ok. Depuis quelques années, les rhums bio sont apparus. Ouais. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un rhum bio ? Oula. Et ensuite, est-ce que, selon toi, c'est un effet de mode ou une véritable volonté de changer l'industrie rhumière ? Alors, c'est intéressant parce que c'est un sujet qu'on a abordé dans mon podcast, justement, il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines. Et alors, un rhum bio, c'est quoi ? Un rhum bio, c'est tout simplement un rhum qui a été créé en respectant la charte du bio. Du bio. Voilà, donc des rhums bio, au départ, ça intéressait pas grand monde parce que c'est extrêmement cher à produire. Et que la charte, le cahier des charges justement du bio est extrêmement contraignant dans une industrie aussi polluante que celle du rhum. Il y en a qui ont essayé quand même. Alors il y en a qui en font depuis bien longtemps, notamment au Brésil, des cachaças qui sont produites de manière bio. Après, on en a de plus en plus. On retrouve des cachaças, beaucoup de cachaças pour le coup, qui sont faites en bio, mais également du rhum, et même du rhum agricole. Je sais qu'en Martinique, actuellement, on a 2 marques qui font du rhum agricole bio, donc à 1710 d'un côté et Naisson de l'autre. Après, est-ce que c'est une nécessité, un effet de mode, etc. Je pense être mal placé pour répondre à cette question, parce que je ne le sais pas, je ne suis pas dans la tête de ces gens-là. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui décident pas forcément de vouloir faire du bio, mais plutôt ce qu'on va appeler de l'éco-raisonné. D'accord. Fer, par exemple ? Fer, alors non, fer c'est encore différent. Fer c'est du commerce équitable. Ouais. Voilà, donc là c'est encore différent. Autre chose. C'est encore autre chose. Eux, ils produisent du rhum à condition que la distillerie garantisse que ses employés soient payés, soient correctement payés et pas payés au lance-pierre. Mais ça, il y en a aussi. Donc ça, il y en a aussi. Oui, c'est la marque Fer qui fait ça et qui du coup travaille, et plus un embouteilleur indépendant qui va aller acheter des rhums dans certaines distilleries et après les revendre sous sa marque. Mais une des conditions pour laquelle ils travaillent avec les distilleries, soit que leurs employés soient payés. Mais là, il y a aucun, il y a rien d'écologique qui rentre dans ça. Voilà. Donc ça,
Alors que pour ce qui est du bio ou de l'éco-raisonné, pour le coup, on est vraiment dans des processus de fabrication où on fait attention à l'écologie. Oui. Voilà. Après, il y a d'autres marques, je prends notamment l'embouteillerie indépendante Resson-Bresse ou les Frères de la Côte, qui eux sont également des embouteilleries indépendantes, donc ils vont aller acheter des fûts de rhum dans les distilleries dans la Caraïbe, et ils ont décidé, par exemple, de ramener ces fûts en Europe, où est leur marché principal, avec des bateaux à voile. Et pas par avion. Entièrement à voile, et non pas par avion, mais pas par cargo. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 10 plus gros bateaux cargo au monde cumulés polluent plus que toute l'industrie automobile mondiale. Ah oui. Actuellement. Donc quand on prend cet élément-là, on se dit que c'est pas con ce que font ces mecs. Ce qui est énorme. On parle de 10 bateaux qui polluent plus que toutes les voitures du monde en même temps. Ouais. Et eux, justement, en faisant ce constat-là et en voyant la pollution des mers, etc., qui est actuellement en cours, ils se sont dit non, on peut pas faire. Il y a 200 ans, les gens, ils arrivaient à naviguer sans moteur, sans carburant et juste avec la force du vent. Ils ont décidé de faire pareil. Alors c'est très roots, c'est comme dans les films de pirates. Bon après les mecs ont le look aussi, hein, donc les grosses barbes, les trucs. Mais c'est pour le coup c'est l'aventure. Hein. Donc ils sont en route pendant plusieurs semaines. Ils dépendent entièrement de la météo. Des fois ça peut durer plus que quelques semaines. À bord il n'y a absolument aucun engin électrique. Ok. Donc voilà, et puis on s'occupe comme on peut. De toute façon, je pense que sur un navire, il y a déjà pas mal à faire. C'est ça. Mais donc voilà, donc tout ça, c'est vraiment dans un objectif éthique et responsable. En faisant des recherches il y a quelques semaines, j'ai découvert que les alcools forts étaient dans la quasi-totalité vegan. Penses-tu qu'on arrivera à un marketing plus ciblé à l'avenir avec des labels végans, justement ? Ah, la quasi-totalité vegan ? Ouais, il y a des exceptions ? Alors, l'article disait la quasi-totalité. Et les rhums faisaient partie de... Je connais pas d'exception, mais pour moi... Alors, après, j'ai toujours du mal... Alors si, en fait, ils expliquaient qu'il y avait des alcools qui utilisaient des résidus d'animaux. Donc ça peut être sous différentes formes, pas forcément une carcasse, mais ça peut être soit des poudres ou des levures ou des choses comme ça, qui sont des résidus d'animaux. Donc on ne pouvait pas utiliser l'appellation vegan pour cette raison, mais que les autres, par contre, eux, l'étaient. Donc est-ce que tu penses que bientôt, justement comme le bio, est-ce qu'on va arriver à des rhums labellisés végans ? Alors je sais qu'il y a des rhums qui indiquent clairement le label végan sur leur étiquette. Ah c'est déjà fait. Pour moi, c'est plus un effet de mode et un effet marketing qu'autre chose, parce que si on y réfléchit un peu, tous les alcools aujourd'hui utilisent des matières végétales. C'est ça, c'est pour ça. À ce que je sache, il y a personne qui fait un alcool de viande actuellement. Je sais pas, hein, peut-être que ça existe en fermentant du sang de bœuf, enfin j'en sais rien. Mais non, donc voilà, les matières premières pour créer de l'alcool sont végétales. Quand on prend l'exemple du rhum, c'est la canne à sucre. On prend l'exemple du bourbon, c'est du maïs. On a le seigle ou le blé pour le whisky. Pour la vodka, on utilise absolument tout. La pomme de terre, la betterave, enfin voilà, on peut tout utiliser. Donc voilà, ça reste toujours des matières végétales. Donc pour moi, c'est plus une question de... On surfe sur la vague... la vague du végan marketing, quoi. Ok. Est-ce que le bio ou le fait que les distilleries fassent de véritables efforts au niveau de leur impact écologique, est-ce que ça a un effet levier sur l'achat ? Je ne pense pas. Alors ça a un effet sur le prix, clairement. Non, sur l'achat, mais qui après va s'impacter sur l'achat forcément. Ouais. Mais c'est-à-dire que faire attention à ces choses-là, comme je disais, ça demande des investissements, et ces investissements vont se répercuter sur le prix du produit au final. Ouais. Même si parfois c'est minime, on le voit pas, mais c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte. Après, je ne pense pas que ça s'impacte directement sur l'achat. C'est-à-dire que le consommateur, lui, qui est sensible à ce genre de choses, va y faire attention. Mais c'est pas avec un alcool qu'on va convertir des gens qui ne sont pas sensibles à ce genre de choses à le devenir. D'accord. Voilà, quelqu'un qui n'est pas écolo et qui s'en fout réellement de consommer bio ou pas,
Le rhum bio pour lui, c'est kiff-kiff. C'est pas en lui présentant un rhum bio qu'il va commencer à manger bio tous les jours, quoi. Il va le goûter, il va le trouver bon ou pas, et ça va s'arrêter là. Mais il va pas devenir écolo à cause de ça. À cause de ça, non, pas du tout. Nous sommes en pleine crise du coronavirus et on a vu un énorme mouvement provenant des distilleries. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, on a surtout remarqué, et ça c'est au niveau mondial et pas que dans le rhum, hein, dans toutes les productions d'alcool, qu'on était en demande, qu'il y avait une pénurie de gel hydroalcoolique. Et par rapport à ça, il y a des mouvements effectivement qui se sont mis en place auprès des distilleries qui ont décidé de produire de l'alcool dans le but de produire des gels hydroalcooliques ou de financer certains établissements qui faisaient ce genre de choses quasi bénévolement. Parce que les marges, j'en parlais encore hier justement avec un producteur de whisky qui disait que les marges là-dessus sont quasi nulles. Parce que le but n'est pas là, le but est d'aider. Hein. Donc là, on parle vraiment d'une crise sanitaire grave. Il manque ce genre de choses. Les distilleries ont les possibilités aujourd'hui de répondre à cette demande, du moins en partie avec un ingrédient important qui est l'alcool. Alors oui, il a fallu un petit temps pour pouvoir mettre en place certaines choses, changer certaines façons de faire, certains matériels qui ne rentrent pas. Je veux dire, on produit du gel hydroalcoolique, on produit de l'alcool à très haut degré. Ouais. Quand pour son propre produit, on produit de l'alcool à pas très haut degré, disons, il y a des aménagements à faire. Il y a des aménagements à faire. Il faut changer sa manière de faire. Voilà, on fait plus du rhum maintenant. Maintenant, on doit faire de l'alcool à haut degré pour faire du gel hydroalcoolique. C'est pas le même procédé. Ouais. Voilà, donc il y a des aménagements à faire, mais tous ont joué le jeu et ceux qui n'ont pas pu jouer le jeu ont souvent aidé financièrement. D'accord. Voilà. Donc je prends l'exemple en Guadeloupe. En Guadeloupe, les distilleries n'ont pas toutes pu produire de l'alcool pour faire du gel hydroalcoolique. Parce qu'ils n'étaient pas équipés pour. Mais par contre, ils ont tous, de manière commune, décidé d'investir, de payer une grosse distillerie rattachée à une distillerie de sucre, donc qui fait de la mélasse, pour produire, et donc de prendre en compte ses frais pour produire du gel hydroalcoolique par la suite pour être distribué dans les CHU, etc. C'est génial. Et on va rester sur cette crise du Covid. Quels sont les aspects négatifs et positifs sur l'industrie romière ? Alors, négatif, c'est tout simplement que tout tourne au ralenti, en fait. Et le souci, je prends maintenant clairement le cas des rhums agricoles aux Antilles. On est en pleine campagne. Tout est à l'arrêt ? Alors, tout n'est pas à l'arrêt, justement, mais on doit faire attention à comment on interagit entre nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à 15 sur un même tracteur, etc. Donc, faut s'organiser différemment. Les équipes sont souvent réduites. Les gens qui peuvent faire du télétravail font du télétravail. Les autres qui sont sur le terrain, donc dans les champs, dans les distilleries, doivent garder leur distance de sécurité, doivent se laver les mains. Enfin voilà, des choses qui sont pas toujours faciles à respecter dans des champs. Ouais. Je veux dire, trouver un lavabo dans un champ pour se laver les mains, voilà. Donc voilà. Et or, la campagne n'attend pas. Bah oui. Pour respecter l'AOC, on doit récolter entre le mois de janvier et le mois de juillet. La canne à sucre, elle est à maturité maintenant. C'est maintenant qu'il faut l'accueillir, pas dans 2 mois. On peut pas attendre la fin. Donc ça doit être fait. Si ça n'est pas fait, on n'aura pas de rhum. Et si on n'a pas de rhum, on gagnera pas d'argent. Et ça va être critique pour les industries. Donc voilà, ça c'est un peu l'aspect négatif qu'on a. L'aspect positif, c'est qu'on constate quand même qu'avec le confinement, les ventes ont augmenté. Les gens restent chez eux, mais ils consomment. Les gens n'ont rien à faire, et donc au lieu d'aller prendre un verre au bistrot, ils vont prendre un verre chez eux. Et donc ils achètent des bouteilles, et donc les ventes ont augmenté. Alors on le répète quand même, l'alcool est dangereux pour la santé, n'est-ce pas ? Oui. Et il faut pas en abuser, même quand on est chez soi. Mais voilà, avec tous les apéros en ligne et tout ça, les gens continuent, et comme ils n'ont pas grand-chose à faire, pour ceux qui ne travaillent pas, par exemple, ou qui sont en chômage technique, ils auront peut-être tendance à picoler un peu plus que d'habitude, voilà. Et puis, Alors moi, il y a un autre aspect positif que j'ai vu dans le milieu du rhum. Ce sont, comme tu l'as dit, justement, ces rendez-vous apéro, entre guillemets. Oui, c'est ça, parce que les gens prennent l'apéro, mais en live. Et notamment, la confrérie du rhum, vous avez mis en place des lives
qui, je trouve ça super intéressant, permettent d'aller dans les différentes distilleries à travers le monde. Il y a pas longtemps, vous étiez en Thaïlande, vous avez été en Martinique, vous êtes un peu partout. Et moi, je trouve que c'est hyper positif parce que je prends mon cas qui vit en Europe. Jamais, ou en tout cas pas tout de suite, j'aurais eu l'idée d'aller dans une distillerie en Thaïlande et là de faire la visite avec les gens qui travaillent là-bas. Alors je trouve que l'idée est géniale. Alors, ce genre de live actuellement se fait beaucoup dans tous les alcools. On a un peu toutes les pages de marques d'alcool qui commencent à faire des lives avec leurs producteurs, leurs brand ambassadeurs, etc. Les barman aussi s'y mettent pour faire des cocktails en direct. Enfin voilà, donc c'est vraiment devenu un outil de communication, voire le dernier outil de communication qu'on a avec les marques. Ouais. Les salons sont annulés, donc on ne peut pas s'y rendre. Là aujourd'hui, on aurait dû être au Romfest à Paris, qui se déroule en ce mois d'avril. Il n'a pas lieu, donc ou du moins il est reporté. Donc c'est pas évident, et puis même pour les marques, c'est pas évident de rester en contact avec leurs consommateurs, et là où normalement ils auraient dû les voir en tête à tête. Et donc cette idée est arrivée, effectivement. Je veux dire, les contacts on les a, ils nous connaissent, on les connaît. On pourrait organiser des lives à distance, où à distance justement on interviewe et on donne aux gens surtout la possibilité de poser des questions aux producteurs, mais directement, non pas derrière un stand, mais dans leur distillerie. Ouais, c'est cool. Et donc voilà, donc ça permet quand même de mobiliser pas mal de monde, souvent à l'heure de l'apéro. Comme ça, tout le monde est sûr d'avoir le temps et n'a rien d'autre à faire que d'être devant son ordinateur. Et les gens ont l'air de plutôt bien apprécier ça. Et d'aimer cette proximité qu'on leur donne avec certains producteurs. Alors effectivement, que ce soit en Martinique, on a eu des marques de rhum martiniquaises qui ont joué le jeu et donc qui se sont pris 1 heure ou 2 pour nous montrer leurs installations, donc avec la caméra. Donc tout le monde, à partir de son salon, peut visiter une distillerie à ce moment-là et poser des questions aux producteurs de chez soi. On a eu la même chose effectivement avec la Thaïlande, avec la France. Enfin voilà, il y a eu pas mal de lives qui se sont faits, et même avec certaines grosses pointures du milieu, et ça maintenant depuis presque un mois tous les jours. Est-ce que le concept va continuer après le confinement ? Alors c'est le concept donc nous on a intitulé la confrérie en direct. Donc ce sont des épisodes qui se passent en direct sur la confrérie du rhum sur Facebook. Après, pour les gens qui n'ont peut-être pas l'occasion de les regarder en direct, il y a toujours la possibilité de les voir en replay sur YouTube. Et c'est un concept qu'on compte bien garder par la suite au sein de la confrérie du rhum. Alors peut-être de façon moins intensive, donc ça sera vraiment pas quotidiennement, mais pourquoi pas ponctuellement faire des émissions avec des producteurs, bien sûr. Maintenant, on va parler de toi et plus spécifiquement de ton métier. C'est quoi un brand ambassadeur ? Alors, un brand ambassador... Excuse mon accent. et un ambassadeur de marque, tout simplement. C'est une personne qui est un peu le visage d'une marque, la personne de contact, celle qui va aller représenter la marque à gauche à droite sur des salons, dans des conférences, etc. Et toi, tu es ambassadeur international, donc tu parcours le monde. Oui, alors parfois les ambassadeurs sont divisés par région en fonction des langues qu'ils parlent, etc. Moi, pour le coup, c'est mondial, oui. Ok. Est-ce que les non-professionnels, lors des salons par exemple, sont assez curieux, sont curieux tout simplement, sur les procédés de fabrication, ou est-ce que pour l'instant on n'y est pas encore, même si l'univers du rhum est très à la mode ? Ah non, à contrario, tout le monde, de plus en plus, même les gens deviennent de plus en plus pointilleux sur les procédés de fabrication et posent beaucoup de questions. Ils essaient de comprendre, et à partir du moment où ils ont quelques notions, forcément ils réfléchissent et ils veulent d'autres informations, etc., etc. Et ça peut aller très très loin. On nous demande le type de canne qu'on utilise, le type de chauffe qu'on utilise pour nos fûts, le type de bois, combien de temps ça a été vieilli, etc. Enfin voilà, les gens ne sont pas là que pour boire. Il y a certaines personnes qui connaissent les noms les noms scientifiques des cannes à sucre par cœur, ou pareil, des gens qui vont pouvoir te dire exactement quel alambic tu as utilisé avec le nom de l'alambic et le nom de son producteur en Allemagne. D'accord. Voilà, c'est très très poussé, sur certains forums et parfois même en direct sur certains stands.
On entend très souvent, très souvent, dire que le rhum, c'est fort et agressif. Tu réponds quoi à ça? C'est pas grave. Je ne m'attendais pas à cette réponse. C'est pas grave. Le rhum, c'est fort et agressif. Je pense surtout que c'est peut-être que la personne qui dit ça aura peut-être mal dégusté son rhum. C'est peut-être un art de déguster. On lui a peut-être pas montré comment fallait faire. Ouais. Voilà, juste prendre un shooter comme ça, le remplir et boire cul sec si c'est ta première fois. C'est-à-dire, comme beaucoup de premières fois, faut pas y aller cul sec déjà. Hein, déjà. Voilà. Donc non. Il y a une façon de faire, et si on faut se renseigner déjà, faut demander voilà comment on fait. Et si la personne en face sait comment on fait, elle va t'expliquer, et à ce moment-là, tu auras peut-être une expérience beaucoup plus agréable que celle que tu as eue quand tu as dit ah c'est fort, ça pique. Voilà. Aujourd'hui, le rhum arrangé a le vent en poupe. T'en penses quoi? Toi qui as commencé par le rhum arrangé, t'en penses quoi aujourd'hui? Alors je pense que le rhum arrangé a le vent en poupe depuis pas mal d'années. Hein. Ouais. Voilà. Moi, ce que je pense que c'est une très bonne chose. Alors le rhum arrangé, c'est ce qu'on va appeler les punchs aux Antilles. Alors pas le petit punch, mais le punch. Le punch aux Antilles, voilà. Donc c'est finalement une infusion, une macération d'ingrédients dans du rhum. Ça se retrouve un peu partout dans la Caraïbe. On a la mamajuana en République dominicaine, par exemple, qui est un peu le même principe avec des épices et des herbes. Souvent, ce sont des médecines de grand-mère à la base qui faisaient ça. Et puis après, il y a les Réunionnais qui, eux, ont dit ouais, mais on peut mettre des fruits aussi. Voilà, c'est un peu comme ça que c'est venu. Et c'est quelque chose alors de très facile à faire, de très ludique déjà pour apprendre. Les gens apprennent les choses, apprennent les notions de dosage, etc. Et puis c'est même marrant parce que les gens on développe de réelles passions pour ça. Ils essaient de mélanger de nouveaux parfums. Et puis après il y a la patience. C'est le fait d'attendre que ça macère. Ça ne se passe pas en 2 jours. C'est pas après 1 heure que c'est bon. Non. Parfois faut attendre des semaines, voire des mois. Pour faire ce genre de choses. Et puis avec le temps, il y a effectivement des marques qui se sont créées, qui se sont professionnalisées là-dedans et qui aujourd'hui sont représentées dans plusieurs pays, bien sûr. Le rhum, aujourd'hui, on en entend parler partout, peu importe où on va, au Japon, aux États-Unis, tout le monde parle de rhum, de cocktails à base de rhum. D'où vient cet engouement? Ça a plusieurs réponses, je pense. Alors, une réponse est le fait que le rhum aujourd'hui, on peut en faire partout. Ouais. Tout d'abord, dans tous les pays où pousse de la canne à sucre, forcément, on peut faire du rhum. Et puis, même dans les pays où il n'y a pas de canne, la mélasse étant un produit qui se garde, qui se conserve facilement et qui se transporte également facilement, il suffit de commander de la mélasse au Brésil, de la faire amener en Allemagne, et on la distille en Allemagne avec un alambic qu'on utilise d'habitude pour faire des eaux de vie. On a du rhum. Voilà. Donc aujourd'hui, on produit littéralement du rhum sur tous les continents, que ce soit en Australie, en Asie, en Chine, Thaïlande, Japon, en Inde, en Afrique, ou même au Canada. Voilà. Tout ça est possible. Donc ça, c'est une chose. Puis ça reste un alcool pas cher. La mélasse, c'est pas cher comme matière première comparée à d'autres produits. Comme le whisky, par exemple. Comme le whisky, où les matières premières commencent à s'envoler. Et puis après, il y a aussi ce côté, justement, où le rhum reste abordable. C'est-à-dire qu'il y a tellement de facettes avec toutes les marques qui sont produites dans le monde qu'aujourd'hui, on peut trouver un rhum pour tout le monde. Il y en a des agressifs qui brûlent, il y en a des plus fruités, des plus doux, des plus sucrés, puis on a les rhums arrangés, etc. Donc, ça se décline vraiment sur tellement de formes comparé à d'autres alcools qu'aujourd'hui, forcément, quelque part, il y a un rhum pour tout le monde. Voilà, tout le monde peut trouver son rhum à un moment donné. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Et puis après, effectivement, on a la possibilité de l'utiliser en cocktail, on peut l'utiliser en cuisine. Enfin voilà, il y a tellement de possibilités que voilà, c'est un peu ça qui fait son charme quelque part. En plus, ça reste un produit qui reste pour l'instant encore pour la plupart très abordable financièrement. On n'est pas dans les prix du whisky ou du cognac qui se sont complètement envolés ces 20 dernières années. Donc tout le monde peut se payer un rhum. Et c'est quelque chose qui fait voyager aussi. C'est vrai. C'est-à-dire que quelque part, si j'ai un rhum, je suis quelque part au fin fond de la France et j'ai l'occasion de goûter un rhum qui vient de Cuba. On voyage tout de suite, effectivement. Ça fait voyager. Je dis, tiens, cette bouteille, elle a fait quand même 10 000 km jusque dans mon salon. Et puis là, et même dans le subconscient. Et dans mon subconscient, voilà, il suffit de mettre une petite bachata, un truc. Et on est bon. Une petite salsa, peut-être un cigare encore qui va avec, un petit verre de rhum, et hop, c'est parti, on est en vacances.
Et ça aussi, ça a son charme. Et tu as parlé de cigares, et il y a de plus en plus d'associations, rhum, cigares, cuisine, rhum aussi qui se font. Il y a en fait, on en revient à ce que tu disais, finalement, le rhum est déclinable à l'infini avec ce que l'on aime. Et c'est ça qui est cool. Exactement. J'ai une question, on a bientôt fini, rassure-toi, parce que ça fait quand même près d'1 heure qu'on est en train de parler. Est-ce que, alors là je vais parler de manière professionnelle, est-ce que l'univers du rhum, c'est un univers masculin ? Non. Non, je peux pas dire ça parce qu'on a de plus en plus de femmes qui viennent se faire leur petite place dans le monde du rhum, souvent à des postes clés comme des maîtres de chai. Ouais. C'est quoi un maître de chai ? Alors maître de chai, c'est la personne qui va s'occuper justement du vieillissement des produits et qui va faire les assemblages, c'est-à-dire qui va créer les recettes en quelque sorte pour élaborer le rhum qu'on retrouvera en bouteille après. Ce sont des métiers où on demande des nez vraiment très développés, un peu comme dans la parfumerie. Il y en a beaucoup de femmes. Voilà, donc il y a des gens qui connaissent les goûts également, qui demandent un palais très développé. Enfin voilà, et on a de plus en plus de femmes qui viennent faire leur place à ces postes-là. Parce qu'on le sait, hein, je veux dire, c'est scientifiquement prouvé que les femmes ont un palais tout simplement et un nez plus développé que les hommes. Et donc automatiquement, ça aide quand on a ce genre de personnes dans les distilleries pour pouvoir élaborer ce genre de produits. Et puis après, dans tout ce qui est marketing, forcément, tout ce qui est commercial, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ou même à des hauts postes, hein, on a des directrices de distillerie. Enfin voilà, je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait encore vraiment un côté masculin à l'univers du rhum, pas du tout. Mais c'est vrai que pour graviter personnellement dans cet univers, j'ai rencontré tellement de femmes qui travaillaient dans le domaine du rhum que j'ai été personnellement... À tous les postes. C'est ça, et j'ai été impressionnée parce qu'en plus ce sont des femmes qui sont passionnées, qui adorent ce qu'elles font et qui maîtrisent le sujet sur le bout des doigts, et j'étais vraiment très contente de me dire, voilà, une industrie qui à la base peut-être il y a très longtemps était plutôt une industrie masculine, aujourd'hui franchement, alors je dirais pas qu'on est sur du 50-50, mais en tout cas il y a une belle place qui est faite à la femme, quoi, et c'est vraiment top. Voilà, exactement, et je pense pour un exemple, moi qui m'a le plus frappé en quelque sorte, parce qu'après c'est quand même certains aspects du métier demandent quand même un peu de carrure, donc vraiment le force physique. On en parlait avant l'émission des tonnelleries. Donc voilà, j'ai vu des femmes travailler dans des tonnelleries. Donc créer des tonneaux, on parle vraiment de bouger des morceaux de bois qui pèsent plusieurs dizaines de kilos et à l'aise, quoi. Ouais. On va terminer avec cette question. Quels sont tes projets après le confinement ? Déjà, je crois que je vais prendre des vacances, je vais rester à la maison pendant 2 semaines. Je vais rester chez moi. Non, après le confinement, en termes de rhum ? Ouais. En termes de rhum, alors, va y avoir des salons, j'espère. Du moins, dès qu'on aura la possibilité de reprendre les salons, il y aura de nouveau des voyages. Il y aura de nouveau des salons. On a également l'une ou l'autre cuvée qui vont sortir. Ouais, parce que la confrérie du rhum fait ses cuvées. Exactement. On a la chance de pouvoir sélectionner nos propres cuvées avec des producteurs en direct. Donc, on va sur place vraiment choisir avec eux dans les chais. Et donc, il y en a une, par exemple, qui sort avec la distillerie Longto de Guadeloupe, pour les fêtes de fin d'année, qui est une superbe collaboration parce que c'est un projet qu'on a commencé en 2015. Ah oui, d'accord. Oui, c'est-à-dire qu'en 2015, on avait déjà sorti une première cuvée avec eux de rhum blanc, un rhum blanc qui avait beaucoup plu au public, et c'était un peu une nouveauté en termes de production, de savoir-faire chez eux. Ils essayaient un peu leurs produits sur nous, et ce rhum blanc, on en a gardé qu'on a mis à vieillir. Voilà, et donc là, maintenant, ça va faire 6 ans, parce qu'il a été produit en 2014, ce rhum, même si nous, on l'a sorti en 2015. Et donc, il va avoir 6 ans, là, maintenant. Donc, maintenant, ça va être un XO. Et on va le sortir sous telle forme, après l'avoir goûté régulièrement toutes ces années. Pour voir l'évolution. En secret, bien sûr. On n'en avait parlé à personne. Et donc, voilà, on était une poignée de personnes à connaître le secret. Et donc, ce produit va sortir d'ici les fêtes de fin d'année. Un superbe cadeau qu'on pourra mettre sous le sapin. Et puis, on prépare déjà les cuvées pour les années à venir. On a déjà pas mal de choses qui sont en route. Et donc, voilà, il y a des choses intéressantes qui vont se faire à ce niveau-là. Et puis, 2-3 autres projets encore dont je vais peut-être pas encore parler maintenant. C'est encore un peu tôt. On peut parler du Rhum Fest de Bordeaux ?
Certainement, Romfest de Bordeaux qui n'aura pas lieu en 2020 malheureusement avec toute cette histoire de Covid-19, mais on a pris la décision tout simplement de le reporter directement à 2021, donc qui aura lieu, enfin du moins on l'espère. Hein, si tout se passe bien. En espérant qu'il n'y ait pas Covid-20 un Covid-20 d'ici là, qui devrait avoir lieu donc la dernière semaine du mois de juin en 2021. Donc à Bordeaux. À Bordeaux toujours bien sûr. Benoît, merci de m'avoir accordé autour d'une tasse de café cette petite heure. Nous avons parlé rhum, écologie et honnêtement j'en ai appris pas mal. J'espère que vous aussi. On parle pas trop café dans ton émission, je trouve. On boit le café, mais l'idée c'est de parler d'autre chose. Peut-être qu'un jour je vais inviter quelqu'un qui produit du café, ça serait top quand même. Il y a pas mal de choses à faire niveau écologie aussi. Exactement. Donc si jamais tu as un contact de quelqu'un qui fait du café, c'est pas un problème. Ça pourrait être super intéressant de parler café pendant cette émission. Super. En tout cas, merci de m'avoir accordé ton temps. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Mais question, où est-ce qu'on peut te joindre ? Où est-ce qu'on peut me joindre ? Les réseaux sociaux, peut-être ? Voilà, que ce soit via la confrérie du Rhum, sinon Facebook, Instagram. Toujours la confrérie du Rhum ? Voilà, sous mon vrai nom, j'ai même pas de pseudo, en fait, c'est rien d'original là. Benoît Baille, tout simplement. Voilà, je ne me cache pas, je suis pas Batman non plus, donc ça va. Donc voilà. Donc si vous voulez poser des questions à Benoît, n'hésitez pas, il se fera un plaisir d'y répondre. Vous avez vu, c'est quelqu'un de passionné, qui aime vraiment ce qu'il fait, donc allez-y, en plus c'est une tête... Il connaît énormément de choses. Moi, je vous dis rendez-vous dans 15 jours. Vous pouvez suivre cette émission sur Spotify ou YouTube. N'hésitez pas à partager aussi si vous avez aimé. Je vous dis à très vite et merci d'être là. Retrouvez ma pause café avec Tia un mardi sur 2 sur iTunes et Spotify.